Jean-Bernard Rongigogne, le talent n'est qu'une excuse, car c'est 10% d'inspiration pour 90% de transpiration. Ainsi, on ne naît pas musicien, on le devient avec un principe, la volonté, et une valeur, le travail. Démonstration, avec ou sans filtre. Merci. Et bienvenue dans votre vie, Jean-Bernard Rongigogne. Ah oui. Bienvenue dans les photos de votre vie même. Hein. On va la retracer justement, cette vie, avec les clichés importants. On va commencer là. Ah oui. Ça c'est mon frère et moi, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 7 ans et qui a laissé un vide qui n'a jamais été comblé, jamais. Voilà. Alors on en parle aujourd'hui de cette photo et de ce frère, mais ça a longtemps été tu dans la famille, ça. Oui. Oui. Moi, je sais que j'ai réussi à extérioriser ça il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, je pense que le moyen de survivre de ma famille, c'était de faire comme si ça n'avait pas existé, peut-être. Quelque part. C'est vraiment fondateur pour tout ce que vous êtes aujourd'hui, oui, cette photo. Je suis assez... Je sais que je vais le retrouver bientôt, hein, ça c'est sûr. Et puis je sais qu'il a toujours été avec moi. Vous êtes celui qui a 3 ans, moi, là. 3 ans, et lui, à 7 ans, il va avoir ce drame, effectivement. Ce drame, oui, qui nous a complètement détruits, quoi. Et ça va détruire tout le monde, tant et si bien que dans la famille, vos parents vont oublier votre anniversaire, même. Oui, on oublie. Moi, je suis obligé de faire très attention à l'anniversaire de mes enfants, parce qu'en fait, on occulte un peu tout ça pour pas nous rappeler son anniversaire, justement. Et donc, ma mère oubliait, jusqu'à l'année dernière, elle oubliait mon anniversaire. Alors, 3 jours après, elle disait « Mon fils, j'ai oublié ton anniversaire. » Mais bon, voilà. Et ce sont des défenses, quoi, qui sont peut-être pas très intelligentes, mais ce sont des défenses, quoi. On ne peut avoir que celle-là. Face à un drame comme celui-là, c'était inouï, quoi. Vous aviez 3 ans. Moi, j'avais 3 ans. Vous avez quand même, dans l'inconscient, un petit peu des souvenirs, mais ceux qui ont vraiment vécu ça, j'ai envie de dire... Oui. Ben, c'est vos parents. Ça, c'est mon père, évidemment, qui a été... Mon père, c'est un héros, quand même. Il était quand même représentant chez Casanis et il a quand même gardé le cap. Avec un drame comme il a vécu, là, c'est quand même quelqu'un qui... Si on peut dire que le courage, ça existe, lui, il était courageux. Ah oui? Oui, pour moi, il était courageux. Et je réalise, au fur et à mesure du temps qui passe, la force qu'il a dû avoir pour pas céder, quoi. Parce que vous vous rendez compte, c'était quand même quelque chose qu'on peut pas nommer, c'est injuste, une chute, quoi. Une vulgaire chute. Et une famille qui était complètement dans le bonheur, quoi. 2 enfants, tout allait bien, et d'un coup, d'une seconde à l'autre, un drame qui n'est pas dans l'ordre. Quand c'est dans l'ordre, ça peut aller, mais quand lui, il a été... je ne l'ai jamais vu dévier ou jamais vu, il m'a soutenu dans tout ce que j'ai voulu faire, même si j'ai eu des interdictions. Je ne pouvais pas aller jouer au foot avec les autres parce qu'on avait peur qu'il y ait un autre accident. Donc, si vous voulez... Donc vous étiez vraiment surprotégé. Oui, j'étais vraiment protégé. Et c'est pour ça que je suis toujours comme ça, d'un caractère un peu solitaire. Et vraiment, la musique m'a sauvé la vie. J'en suis convaincu. Mon seul moyen de m'évader vraiment, c'était je mettais de la musique et pour moi, tout allait bien, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ça, c'est de ma grand-mère. Avec votre père qui était maire, hein, du village de Val-de-Roustine, ou quand même, hein, on n'a pas dit encore où on était, quand même. Mon père, il avait cette passion. Il a eu vraiment cette passion toute sa vie. La politique. Ah, la politique, il a eu cette passion toute sa vie. C'est jamais compris pourquoi, mais il l'a eu. Et ma grand-mère, c'était voilà un petit bout de femme comme ça, qui est voilà comme elle était. Cette photo-là, c'était ma grand-mère. Elle était toujours comme ça, toujours souriante, jamais de mauvaise humeur, la porte ouverte, les invités, la générosité. Voilà, ils avaient pas grand-chose, mais ils donnaient ce qu'ils avaient. Son prénom? Angéline. Et on va voir pourquoi son prénom est important. Eh oui. On va aller là? Oui. Alors ça, c'est ma mère, évidemment. Et je me demande comment elle a vraiment, quoi, c'est... Pareil. Ouais, comment elle a pu... Quel âge elle a sur cette photo? Là, elle a 70 ans, c'est incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui avait une joie de vivre quand même. Enfin, en tout cas, qui faisait la... Enfin, expliquez-moi, jusqu'à... C'était un moteur. Un moteur. Un moteur, c'est-à-dire que s'il y avait une fête au village, eh ben, mon père allait se coucher à 11h, elle est rentrée à 6h. Et à 4h du matin, elle dansait, quoi. S'il fallait faire des beignets, elle faisait des beignets toute la nuit, et alors qu'elle a eu
C'est-à-dire qu'elle a eu... on ne peut pas avoir eu plus de malheur que cette dame, quoi. C'était impossible. Mais c'était... Et elle s'est battue jusqu'à la fin. Quand elle était à l'hôpital, la cardiologue était venue me voir, elle a dit, vous savez, votre mère, quand même, elle se bat, quoi. Ah ouais? Ah oui, oui. C'était quelqu'un qui l'abandonnait jamais. Elle avait beau avoir 91 ans, quand elle sortait, elle essayait de se pomponner. Et non, c'était quelqu'un... Ils ont été exceptionnels, quoi. Je veux dire, moi, ils ont toujours eu confiance en moi. C'était pas évident. J'étais pas un très bon élève. J'étais pas voué à quelque réussite que ce soit, hein. Et justement, la réussite, elle va passer par là. Venez, allez-y, par où, allez, comme vous voulez. On se retrouve de l'autre côté. On est au village, là. Oui. Et un jour, à Vallée-du-Roussillon, vous arrivez là, et là, il y a deux frères. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur ces marches? Alors là, je suis au-dessus du village, je suis au bar. Sous le bar, j'entends de la musique, quoi. Et donc, j'y vais. Et là, sur cet escalier, il y avait les deux frères Puccinelli, Pierre-Paul et Robert, qui jouaient de la guitare. Et je vous assure, je ressens encore... Les guitares devaient être neuves. Je sens encore l'odeur de ces guitares, de la colle des guitares neuves, quoi. Encore aujourd'hui, hein. Et quand je suis parti de là, je suis allé chez mes parents et j'ai dit, voilà, moi, je veux faire de la musique. Tout aussi simplement? Tout aussi simplement. Et mes parents, comme c'était la seule chose de ma vie où ils avaient entendu que je voulais faire quelque chose, ils ont dit, bah, vas-y. Et vous allez vous y mettre, mais de façon frénétique? Je faisais 8 heures minimum tous les jours. Ah, carrément? Oui, 8 heures minimum, hein. Donc vous passez par le conservatoire, vous allez faire 1 an à Marseille, un conservatoire à Marseille. Vous revenez au conservatoire de Bastia. Et là, au conservatoire de Bastia, justement, vous préparez ça? Oui. Alors là, je prépare, quand on me donne le programme pour présenter la médaille, en fait, on me dit, voilà, c'est la chaconne de Bach que vous devez jouer. Et là, je pars à Marseille, et mon prof de Marseille, il dit, mais ils sont devenus fous, quoi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu ne peux pas jouer ça. J'ai dit, comment je peux pas jouer ça? Je peux pas jouer ça. Mais alors, il dit non. Les concertistes ne jouent pas ça, tellement c'est difficile. Ça durait 21 minutes sans interruption. Et donc, je pars un peu, tu vois, déboussolé, quoi. Je me dis, j'ai fait tout ça pour arriver. Puis après, quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, finalement, tu sais quoi, je vais le faire. Donc là, je suis passé à 16 par jour. Donc là, j'ai fait 16 heures par jour pendant 2 mois. Et en fait, j'ai été le seul à jouer le morceau. Les autres, ils ont tous explosé, c'était trop dur. Votre grand-mère disait, il va devenir fou, même quand vous mon grand-père, il disait à ma mère, il disait, le petit, il va devenir fou. Il peut pas tenir comme ça. Et avant de passer la médaille, il y a les caméras de France 3 qui étaient venues filmer. Venez, c'est là-bas que ça se passe. Regardez ce que ça avait donné. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Jean-Bernard. Là? Ouais. Prenez l'ordinateur sur vos genoux, allez-y. Ah oui, c'est incroyable ça. Oh, c'est incroyable. Comment vous avez trouvé ça? Et donc, vous allez obtenir la médaille d'or? Non, médaille vermeille, deuxième. La médaille vermeille. Deuxième, oui. Pas or, quand même. Vous avez cette formation classique, mais finalement, c'est pas vers le classique que vous allez vous diriger. Vous allez vous diriger vers autre chose. Oui. Ah oui, et c'est par là que ça se passe. Allez, Jean-Bernard, prenez place. Et donc, on vous retrouve, Jean-Bernard, là. Ah oui, là, c'était une année où on a travaillé à l'Apocalypse. Et pour moi, c'était la première fois où je jouais en groupe. Qu'est-ce qui vous prend, vous avez cette formation en classique. Qu'est-ce qui vous prend C'est le rock, en fait, que vous aimez? Moi, j'adore le rock, oui. Ah, vous adorez le rock, en fait? Ah oui, je suis un rocker dans l'âme. Contrarié, mais un rocker quand même. Et donc, ce groupe Rainbow, qui est-ce qui trouve le nom du groupe? C'est le batteur qui avait trouvé le nom du groupe. Et donc, on s'engage là-dedans. Et puis après, on avait fait des balles de village l'été. Parce que c'était essentiellement l'hiver. Et c'était mes premiers pas, pas évidents, dans le métier de jouer en groupe, quoi. Vous vous faites remarquer parce qu'un jour, il y a un type qui arrive et qui vous remarque
et qui vous dit viens là, enfin je sais pas comment vous allez m'expliquer, mais en tout cas ce type, c'est lui. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, un soir, on jouait, et puis Jean-François arrive, il demande à me parler, et ils avaient des problèmes avec leur guitariste qui avait de graves problèmes de santé. Et donc, il voulait en même temps passer à une autre... le groupe, il était un peu trad, je dirais, percussion, guitare acoustique, tout ça. Et il voulait vraiment passer à de la musique plus actuelle. Donc, mettre la batterie, la basse, les claviers. Et donc, il fait appel à moi. Et donc, moi, je passe une audition... Une audition, ah ouais? Oui, oui. À côté de l'hôtel Spuntaimar, à Ajaccio. Et donc, ça se passe pas mal. Et puis, voilà, l'aventure commence, quoi. Mais ça vous dit de faire partie de ce groupe-là? Donc, oui. Vous laissez entraîner? Non, c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'était... Ce que j'ai senti chez lui, c'est que c'était quand même quelqu'un qui ne lâcherait jamais. Ah. Ça, je l'ai compris de suite, quoi. Il y avait quand même le feu sacré dès le début. Ah, là, j'étais tombé sur quelqu'un qui ne lâcherait pas. Ah ouais. Ah ouais. Et ça a été vraiment ça, quoi. Et il va le prouver parce que vous allez aller un petit peu sur scène, justement, avec le groupe. Ouais. Et puis un jour, il y a un épisode quand même à Propriano, d'ailleurs, qu'il faut raconter-nous un petit peu pour montrer qu'il lâche rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça sur scène. Hein, je pense, honnêtement, des musiciens qui ont vécu ça sur scène, il n'y en a pas beaucoup. On commence le concert, il y avait à peu près 500 personnes. On fait 2-3 titres, donc nouvelle mouture, donc batterie et tout ça, quoi. Tout le public se lève et faisait ça avec les mains en disant il faut arrêter parce que ça, c'est pas de la musique corse. Donc là, on a pris quand même un sacré coup au moral, quoi. Et à la fin du concert, on a continué. Donc après, ils se sont calmés, évidemment. Et puis à la fin du concert, moi, je pensais que c'était terminé, hein, parce que tout le public qui vous dit qu'il faut arrêter. Et en fait, Jean-François est venu, il a dit, voilà, vous inquiétez pas, c'est ça ou rien. Et donc on a continué, et puis après, le public a adhéré, quoi. Jusqu'à un concert sur la place Saint-Nicolas à Bastia, où là, pour le coup, le public adhère, mais c'est vous qui adhérez moins, là, Jean-Bernard. Qu'est-ce qui se passe, au fil du temps, au fil des concerts, si vous voulez, je trouvais pas ma place dans cette histoire. Et donc, un soir, on est sur la place et je fais le concert et franchement, je descends, je suis vraiment démoralisé, quoi. Et je me dis, moi, je peux pas continuer à faire ce métier-là parce que je ne comprends rien à ce que je fais. Et là, donc, je réfléchis un peu et je prends une décision assez radicale, quoi. Ouais. Voilà. Exactement. Elle est là. Voilà. Pour être radical, c'est radical. On est à Los Angeles, là. Là, c'est Los Angeles. Vous qui n'avez pratiquement jamais quitté la Corse, pratiquement. Hein. Non, moi, village, musique corse. Puis un jour, je me suis dit, voilà, c'est quoi le top des écoles? Et je me suis inscrit. Avant de parler de l'école, quand on arrive là, à Los Angeles, vous avez un peu plus de 20 ans, là. J'ai 27 ans, là. 27 ans, c'est... Là, vous pensez à quoi sur ce trottoir, là? C'est gigantesque. Donc, vous arrivez, vous vous dites comment on va pouvoir s'adapter. On ne maîtrisait pas très bien la langue, en plus de ça. Donc, on s'est dit, mais l'envie de faire de la musique, ça dépasse tout. Hein, parce que c'était un rêve absolu d'être dans une école de ce niveau, quoi. Parce que c'était... L'école, c'est celle-ci. Ah, voilà, c'est l'école, c'est celle-ci. Musicians Institute. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend, là? Là, on apprend tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce que vous vouliez apprendre? Et moi, je voulais des réponses, si vous voulez. Je me posais beaucoup de questions, comme je l'avais fait dans la musique classique à l'époque. Mais à l'époque, si vous voulez, dans la musique classique, le problème, c'est que vous avez à rejouer, enfin, en tous les cas, dans ce qui me concernait, j'avais à rejouer des œuvres écrites, validées, sur lesquelles il n'y avait aucun doute. Donc, le seul doute, c'était vous y arrivez ou vous y arrivez pas. Mais moi, ce qui m'intéressait, je me demandais toujours à mes profs de conservatoire, je disais, mais pourquoi Jean-Sébastien Bach, comment il a fait pour écrire ça? Et les profs me regardaient et disaient, oui, mais c'est Jean-Sébastien Bach. Ah ouais. Et quand vous prenez ça dans la gueule, c'est-à-dire que vous vous dites, ah ouais, bon, d'accord, donc moi, je n'ai pas droit à ça. Et c'était frustrant pour moi. Là, j'apprends à composer, je pose des questions. Et comme vous avez énormément de profs qui ont des compétences inouïes, quoi, vous avez des réponses. Et quand vous avez des réponses, vous dites, ah, je suis sauvé. Après, peut-être que j'arriverai pas à faire des choses miraculeuses, mais j'ai des réponses, donc je suis heureux. J'ai passé des mois où c'était vraiment un bonheur total. On arrivait à l'école à 10h, on repartait à 2h du matin.
Vous étiez immergé. Je voyais, il y avait la guitariste de Jackson de l'époque, Jennifer Batten, il y avait Scott Anderson, qui est un des plus grands guitaristes du monde, il y avait le père Porcaro, il y avait des batteurs, il y avait des concerts dans la salle, il y avait une salle de 800 places. Enfin, c'était... Pour un musicien, c'est extraordinaire. Quand vous sortiez, vous allez en club, vous voyez jouer encore un autre guitariste, le guitariste de Toto. C'était une histoire fantastique. Et vous vous dites, là, maintenant, OK, maintenant, c'est de moi qu'il s'agit. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai les infos. Il va falloir que moi, je m'en serve pour créer quelque chose. Et de là, quand on est rentré, j'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris sur le groupe, et 89, on a commencé à faire des lives, et puis l'histoire, elle a... C'est ça. Vous êtes dans le noir. Ça vous convient, ça? Oui. La scène, pour moi, c'est pas la partie que je préférais, quoi. Ah bon? Non, c'est pas la partie que je préférais. Parce que déjà, c'est du répétitif, quoi. Donc vous preniez pas vraiment de plaisir, finalement, sur scène? Oui, mais les très bons concerts, ils sont arrivés après cette mouture-là. Voilà, c'est Eric. Ça, c'est le pauvre Régis qui est décédé, malheureusement. Et il y a eu un autre cap après où on n'était plus... Et là, on arrivait à faire des concerts, vraiment, je pense, de très bon niveau, quoi. Même là aussi, c'était bien, il y avait le fond, mais la forme, elle n'était pas encore stabilisée, quoi, je dirais. Et vous la travaillez, justement, parce que vous êtes sur les routes. Il y a cette photo, hein, oui. Avec Yves Mouvry, vous allez voyager partout en Corse, bien sûr, on l'a bien compris, mais parce que vous faites beaucoup de monde pendant l'été en Corse, les touristes qui viennent, ils disent, notamment les Allemands, les Espagnols, ils vous invitent à venir finalement faire la tournée. C'est comme ça que ça monte. Ça a été un effet boomerang, quoi. C'est-à-dire ping-pong. Et vous, sur les routes, justement, il y a cette photo, c'est que vous n'arrêtez pas de travailler, en fait. Vous êtes vraiment, comme vous dites, vous êtes devenu addict, parce que le concert fini, vous le réécoutez, c'est sans fin. Ah oui. Quand j'étais en tournée, par exemple, comme ça, là, je jouais de la guitare, mais j'avais un studio chez moi. Je faisais le soir quand j'arrivais, après je travaillais la nuit. J'avais un petit studio portable. Et quand concert fini, je travaillais dans le bus, je travaillais. Je travaillais tout le temps. Et je continue, hein, je peux pas. Si je fais pas de musique pendant un petit moment, je vais mal très vite. Et donc, Yves Mouvry, vous allez les accompagner jusqu'à 25 ans. Votre apothéose, hein, c'est là. Hein, c'est jusqu'en 2002, justement. Là, on est au Stade de France. Oui. Pourquoi vous arrêtez? On a arrêté parce que on avait un petit conflit d'esthétique de musique, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc pour moi, c'était pour moi, rien n'était important sauf ça. Et donc on a fait un album qui me satisfaisait pas. Et je l'ai dit. J'ai dit que voilà, je l'avais fait parce que c'était mon engagement, mais que j'en ferais plus. Et donc après, ça s'est un peu dégradé. Et puis après, ça s'est séparé. Et donc, ce qu'il y a après ça, on va le voir dans une autre pièce. Ok, Jean-Bernard, allez, venez avec moi. Dernière pièce, Jean-Bernard. Et vous savez ce qu'on va faire? On va remonter au village. Ah. Et au village? Ah, au village, il y a... Oui, ça, c'était vraiment avant. C'était le studio, mais en fait, c'est le studio, mais c'était une grange. Mes grands-parents avaient des animaux, des chevaux. Là, c'était la cuisine. Ma grand-mère a fait des centaines de pains, de canistrelli, de migliacci là-dedans. Et moi, je décide que finalement, le studio... Finalement, ça va devenir... Finalement, ça va devenir... Dès qu'il n'y a pas de rythmique, te mettre en fond de clic. Voilà, sur le premier et le deuxième, sur celui-ci là, tu vois. Et après, il y a la rythmique, donc il n'y a plus besoin de... On a une installation avec un Pro Tools qui est devenu, si tu veux, un standard au niveau, je dirais, mondial, quoi. Dans tous les studios, tu as un Pro Tools avec 64 pistes disponibles, avec des effets, avec des préamplis, enfin tout le matériel que tu rencontres dans les studios professionnels partout ailleurs, quoi.
voilà, avec des ingénieurs qui sont de vrais professionnels. Le mot professionnel, hein, vous n'avez que ça à la bouche Oui. à l'époque. Oui. C'est l'intention Je l'ai toujours. faire un studio professionnel. Oui, oui, oui. On a misé là-dessus parce que moi j'avais besoin de ça aussi pour mon travail en dehors du studio, pour le groupe. Parce que j'ai besoin d'un laboratoire, parce que quand on était en studio ailleurs, ben, il y avait une telle pression, ça coûtait très très cher. À l'époque, une séance de studio dans un studio parisien, c'était 4 000 € la journée. Et donc, quand vous restiez des mois en studio, ça coûtait très cher. Et des fois, on partait frustré parce qu'on n'avait pas réussi à retranscrire vraiment sur la prise de guitare ou sur la prise de voix ou sur la prise de se dire, si on avait eu encore 3 jours, on aurait pu le faire, mais le budget, il ne le permettait pas. Et donc, moi, j'ai créé ça pour être chez moi et faire mes guitares quand je veux. Et puis pour autre chose aussi. Vous l'avez dit, vous étiez obligé de partir à Paris à l'époque pour réussir. Les pros, ils étaient à Paris. Oui. Et vous avez dit, eh ben moi, je vais faire venir les pros, les plus grands musiciens du monde. Oui. Je vais les faire venir ici. Oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Et on a l'exemple avec cette photo, justement. Ah oui, là, c'est... Hein? Lui, c'est un des plus grands bassistes du... Lui, c'est certainement aujourd'hui l'un des plus grands bassistes au monde, quoi. Pino Palladino, qui a joué avec, qui fait John Mayer maintenant, qui fait les Who, qui fait Phil Collins, Peter Gabriel, Sting, c'est un monument. Et il n'y a pas que lui, hein, ils sont tous venus, enfin tous, il y en a Oui, beaucoup qui sont venus au studio d'Angelina. Oui, oui. Ah oui, parce qu'en fait, ils arrivent et ils sont complètement dépaysés, et ça les met dans une autre configuration mentale. C'est-à-dire qu'ils retrouvent, voilà, on est à table, il y a du bon vin, on mange bien, on n'est pas la pression de dire il faut y aller de suite, ou on prend notre temps, quoi. Et je pense que le temps dans ce qu'on fait, parce que nous, on est là en train d'essayer de capter l'impalpable. C'est ça qu'il faut qu'on grave sur le disque. C'est pas le reste. Le reste, ça compte pas, quoi. Et bien, ce que vous allez graver sur le disque, justement, on a un petit medley, tiens. Ah, ce qui a été fait au studio d'Angelina. A bella mano, mozzidello, andiamo insieme all'Oravella. A Poline più importante tu, a Poline più l'amore e l'affetto, amore e passione. I santi a Sempre un parente da sterpa più vecchia, un fratello di vedo, una sorella. Ti dango garu, ti dango garu. Qu'est-ce que ça fait quand on voit ça comme ça? Ah, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Avec des parcours d'amitié, quand j'ai eu la chance de produire le disque d'Antoine Chiosi, pour moi c'était Corridor Zidelina, c'est ce qui m'a amené à la musique. Hein. Ces disques d'Antoine, quand je partais avec mon père qui était représentant, il y avait toujours une cassette d'Antoine, et moi ça me libérait de tout le poids que j'avais, et se retrouver un jour à produire un disque d'Antoine Chiosi, c'était une espèce de... On avait bouclé une boucle, en quelque sorte. Et après, tous les autres, Félix, qui sont des gens qui... Complètement. Qui sont... Mais vous n'êtes pas que producteur, justement. Vous êtes aussi... Ça se passe ici. Vous êtes aussi arrangeur. Non, restez là, bougez pas. Bougez pas. Et arrangeur, ça consiste en ça, en fait. Hein, vous allez... On va comprendre. De temps en temps, vous recevez, notamment, ceci. L'anima vagabonda si lamenta storia di ado sponda vecchia. C'est Patrizia, qui compose énormément et qui vous envoie souvent des genres de vidéos comme ça, hein, on peut dire. Hein, c'est ça. Vous les recevez comme ça, telles quelles, elle a composé à la guitare. C'est ça. Et vous allez dans votre studio, vous vous mettez tout seul, hein, et ça donne.
desiramente storia di ado sponda vecchia. Et ça, c'est un métier qui est un petit peu méconnu d'ailleurs en studio, enfin qui n'est pas souvent mis en avant en tout cas. On parle souvent du producteur, effectivement, oui. C'est telle personne qui a produit un album, qui l'a composé. Oui. L'arrangeur, il est un peu sous-estimé, oui. Non? Oui, oui, parce qu'en fait, on tient compte du produit fini. On ne se rend pas compte du travail qu'il y a un arrangeur, il doit mettre en valeur les mots, dans un premier temps, hein, parce qu'on parle souvent de la musique, mais il doit illustrer les mots. Et après, il doit transmettre l'émotion que l'artiste a dans sa tête. Et c'est pour moi, c'est un moment de délice, quoi. Parce que je vois sortir cette chose qui est déjà, parce que la chanson, comme vous l'avez entendu, la chanson elle est magnifique à la base. Quand vous avez des artistes comme Patricia, qui est pour moi une artiste majeure, c'est simple. Vous avez peu de choses à faire pour que ce soit beau, quoi. Peu de choses à faire, sauf que ça vous prend des jours et des jours et des jours. Vous y passez des journées entières dans votre studio, oui. Hein, parce que vous habitez à quelques pas. Mais ça a un coût, ça. Et c'est pour ça qu'on va aller là. Le coût, indirectement, il est là, c'est vos enfants. Ça c'est la plus belle chose qui... C'est la plus belle chose, sauf que, justement, à force du passé du temps ici, lui... Votre fils, vous ne l'avez pas vu naître. Vous n'étiez pas là à la naissance. La petite non plus. Non. Ça a un coût quand même. Oui, c'est un engagement qui est peut-être un peu excessif, oui. Mais je pense que quand on a cette passion-là, c'est très difficile de pouvoir faire marche arrière. Parce que ça, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie. Mes enfants, je suis tellement fier d'eux que c'est fantastique. Mais c'est vrai que j'ai été très souvent absent, quoi. Parce que j'étais absent même quand j'étais là. C'est ça qui est pire, parce que ma tête, elle était complètement... Et ça, c'est pareil, quand je suis en voiture, je vois pas où je suis en train de réfléchir. Quand je regarde un film, quand je suis chez moi devant le feu, ma tête, elle est musique, chercher pour qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais faire un prochain album pour Patricia, donc quelle est la couleur que je vais essayer pour pas faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord que vous avez des artistes qui refont la même chose parce que commercialement, c'est intéressant. Mais moi, je suis pas dans cette démarche. Moi, je veux faire un album avec Patricia, peut-être électro, ou peut-être rock, ou peut-être différent. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai été, j'espère pas trop, mais j'ai été quand même absent. Et on va terminer avec une autre photo qu'il a peut-être mieux compris que les autres. C'est cette personne-là. Ça, c'est ma compagne. C'est Piona. Ça, c'est une rencontre avec un autre monde. Le monde de la délicatesse. Elle est assyrienne. Donc, elle est iranienne, mais de l'époque de la Mésopotamie. Et donc, elle parle l'araméen, la langue de Dieu, quand même. Mais vous parlez aussi la même langue. Oui. Oui, on est... Enfin, j'ai envie de dire. On est compatibles, oui, parce que elle est chercheure en biologie moléculaire, donc maître de conférence à la faculté de Montpellier. Et elle sait ce que c'est la valeur du travail, parce que pour arriver où elle est, il faut vraiment beaucoup travailler. Et on a une entente vraiment simple. Merci pour le voyage qu'on a fait avec vous, en tout cas, Jean-Bernard. Merci à vous. Je vous souhaite du bonheur, oui. Hein, du bonheur. Venez à côté de moi. Un petit selfie pour finir. Voilà, un beau sourire quand même, hein. C'était un plaisir, vraiment, Jean-Bernard. À bientôt. Je remonterai du côté de Vallier-Roustine. Quand vous voulez. Allez, au revoir. تراشیدن موره قلیون بسازن دل